Le Jagdpanzer 38T, plus connu sous le nom de Hetzer, était l'un des chasseurs de chars les plus facilement négligés de la Seconde Guerre mondiale. Il fut développé pendant la phase finale et la plus sombre du conflit, redoutablement efficace en embuscade et redouté par les Alliés. Mais dans le même temps, ses équipages subirent certains des taux de perte les plus élevés de toute la guerre. L'histoire du Hetzer, comme nous l'avons dit, commença durant l'un des moments les plus sombres de l'Allemagne. En 1943, le cours de la guerre avait basculé. Les bombardements alliés avaient paralysé les installations de production clés de l'Allemagne, y compris l'usine principale qui fabriquait leur canon d'assaut de confiance appelé le Sturmgeschütz III. La production étant interrompue, Hitler exigea un remplaçant et il le voulait rapidement. Le nouveau design devait être plus léger, plus rapide et plus facile à produire en masse. Cette tâche échut à l'usine BMM en Tchécoslovaquie occupée, chargée de créer un nouveau chasseur de chars en utilisant ce qui était déjà disponible. Cela signifiait partir du Panzer 38T, un char léger de conception tchèque qui était depuis longtemps dépassé, mais dont le châssis restait fiable. Et plus important encore, les usines de BMM étaient déjà équipées pour le construire. Ainsi, au lieu de concevoir quelque chose à partir de zéro, la moitié du travail était déjà accompli. L'objectif était de produire un véhicule de 13 tonnes avec un blindage épais à forte inclinaison et une vitesse de pointe de près de 60 km/h. Il serait compact, abordable et mortel, un soi-disant Volkszug qui pourrait être précipité en service pour combler les brèches grandissantes sur tous les fronts allemands. Transformer cette idée en véritable chasseur de chars devait se faire pour hier. Mais le faire fonctionner en même temps était un défi totalement différent. Cependant, sa conception simple fut créée en un temps étonnamment court. Dès décembre 1943, quelques semaines seulement après approbation, les ingénieurs de BMM avaient tracé les plans. Une maquette en bois, grandeur nature, fut construite fin janvier 1944 et présentée aux responsables de l'armement. Pour maintenir une silhouette basse tout en parvenant à adapter un canon puissant de 75 mm sur un châssis si compact, les concepteurs le montèrent dans une casemate fixe légèrement décalée vers la droite. Cela permettait un équipage de 3 hommes avec le pilote, le tireur et le chargeur assis l'un derrière l'autre sur la gauche, tandis que le chef de char occupait l'angle arrière droit du compartiment de combat. Cependant, le prototype révéla immédiatement certains problèmes. L'intérieur était trop exigu, même selon les standards allemands. Le compartiment dut donc être légèrement allongé avant même que la production ne commence. À un moment, les ingénieurs envisagèrent même un système expérimental de canon sans recul appelé le Star, pour simplifier l'aménagement interne et accélérer la production. Mais ce concept fut rapidement abandonné. Encore une fois, ils choisirent quelque chose de fiable et déjà disponible, le 75 mm PAK-39, un canon anti-char éprouvé déjà largement utilisé. Fait intéressant, certaines racines de conception du Hetzer peuvent être retracées à un projet extérieur à l'Allemagne. Début 1944, les ingénieurs allemands examinèrent de près le chasseur de chars roumain Maréchal, un véhicule compact de 6 tonnes avec un châssis soviétique capturé et également un canon de 75 mm. Ce qui ressortait vraiment était sa configuration. Il était extrêmement bas au sol avec un blindage fortement incliné qui offrait une protection impressionnante malgré sa petite taille. Même le nom du véhicule a une histoire. Officiellement, Hetzer ne fut jamais le nom utilisé pendant la guerre. Ce surnom appartenait à l'origine à un prototype différent, le E10, mais seulement pendant une courte période. L'usine Škoda l'appliqua par erreur au Jagdpanzer 38T. Le nom pris parmi les troupes de première ligne, et à un moment, le général Guderian rapporta même à Hitler que les soldats avaient commencé à l'appeler Hetzer de leur propre initiative. À partir de là, le surnom resta, et après la guerre, il devint le nom que la plupart des gens retiennent. En avril 1944, la production à grande échelle du Hetzer commença. Les 4000 premiers véhicules furent commandés pour répondre à ces demandes en flèche. Malgré les perturbations constantes dues aux raids aériens alliés et aux lignes de front mouvantes, un total de 2827 Hetzer furent
construit avant la fin de la guerre, ce qui était vraiment un chiffre impressionnant vu les circonstances, et comparé au nombre d'autres véhicules devenus plus célèbres. La forme compacte du Hetzer s'accompagnait de compromis sérieux. Il mesurait un peu plus de 6 mètres de long et environ 2,6 mètres de large. Il culminait à seulement 2,1 mètres de haut, à peu près au niveau des yeux d'un homme debout. Mais malgré ses dimensions compactes, il pesait près de 16 tonnes, un bond considérable par rapport aux 10,8 tonnes du Panzer 38T original sur lequel il était basé. Le commandant manquait d'une coupole rotative appropriée, donc son champ de vision était sévèrement limité. Comme le canon était décalé vers la droite, la plupart de l'équipement lourd interne et des munitions du véhicule devaient être entassés du côté gauche pour maintenir l'équilibre. Mais cette solution n'était pas parfaite puisque la suspension droite subissait encore plus de stress et s'usait plus vite en conditions de combat. Et quand les choses tournaient mal et qu'un incendie interne se propageait, sortir rapidement n'était pas facile. Le Hetzer n'avait que 3 sorties, dont une trappe de plancher à peine utilisable et 2 étroites trappes de toit. L'évacuation d'urgence était donc extrêmement difficile, ce qui contribua significativement au taux élevé de pertes parmi ses équipages. Néanmoins, pour un si petit chasseur de chars, le Hetzer délivrait un coup sérieux. Son arme principale, le canon de 75 mm PaK 39, était le même canon monté sur les Panzer IV tardifs et les Stu G3. Il tirait une variété de munitions avec un chargement typique de 40 et un obus. La plupart étaient des obus perforants et explosifs. Il pouvait détruire la plupart des chars soviétiques et occidentaux depuis les distances de combat standard. Et pour la protection anti-infanterie rapprochée, il portait aussi une MG 34 ou 42 montée sur le toit. Il avait un système expérimental pour être tiré de l'intérieur, mais avec seulement un chargeur de 50 coups, vous tiriez à l'aveugle pendant quelques secondes, puis deviez sortir pour recharger. Le Hetzer utilisait un moteur Praga à 6 cylindres modifié, développant environ 150 chevaux. C'était juste suffisant pour mouvoir sa carcasse de près de 16 tonnes à une vitesse de pointe d'environ 42 km/h sur route et beaucoup moins en tout terrain. La fiabilité était en fait meilleure que beaucoup des véhicules lourds allemands grâce à la conception éprouvée du Panzer 38T en dessous. Malgré tout, il avait des défauts compromettants. Le moteur avait tendance à surchauffer, nécessitant de la puissance supplémentaire juste pour maintenir le ventilateur de refroidissement en marche. Le démarrage électrique n'était pas fiable. Donc les équipages lançaient souvent le moteur à la manivelle, et en hiver, ils le chauffaient parfois avec un chalumeau pour éviter le gel. Malgré tout cela, la plupart des équipages le considéraient suffisamment fiable, surtout comparé au casse-tête mécanique des Panther et Tiger de fin de guerre. Le premier goût de combat du Hetzer arriva sur le front de l'Est, mi-1944, juste alors que la fortune de l'Allemagne commençait à s'effondrer. Dans l'un des premiers engagements, une seule compagnie de Hetzer en embuscade détruisit 20 chars soviétiques sans perdre un seul véhicule. Il resta caché, attendait que l'ennemi passe et attaquait ensuite. C'était une embuscade de manuel et cela fonctionnait très efficacement. Des rapports comme ceux-ci atteignirent rapidement le haut commandement et la décision fut prise que plus de Hetzer devaient être précipités vers les lignes de front. Les Hetzer commencèrent à se répandre rapidement. Ils n'étaient plus seulement assignés aux bataillons de chasseurs de chars dédiés, mais les divisions d'infanterie et de Volksgrenadiers commencèrent à en recevoir aussi. L'Allemagne n'avait pas le luxe de les garder en réserve. Le Hetzer était bon marché, mobile et efficace en défense, ce qui était exactement la combinaison nécessaire pour boucher les trous dans les lignes de front allemandes qui s'effondraient. Camouflé dans les forêts, enterré dans les décombres ou creusé dans les crêtes de collines, le Hetzer transformait le terrain en arme mortelle. Les T-34 soviétiques et canons d'assaut tombaient sous son canon de 75 mm dans d'innombrables rencontres. Soit il frappait en premier et disparaissait, soit il était pris de flanc et explosait à travers son blindage latéral beaucoup plus mince, conçu pour arrêter seulement les tirs d'armes légères. Le Hetzer apparut aussi dans l'un des conflits urbains les plus tristement célèbres de la guerre, l'insurrection de Varsovie. Durant un assaut horrifique, le 8 août, des Hetzer rattachés à la tristement célèbre brigade d'Irlewanger avancèrent à travers Varsovie en utilisant des civils polonais comme boucliers humains.
les forçant à marcher devant les chasseurs de chars. Les combattants de la résistance polonaise parvinrent à neutraliser et capturer l'un des Hetzer. Ils le surnommèrent « casse-cou » et peignirent un aigle blanc sur son flanc, mais il ne fut jamais utilisé au combat car il n'avait ni carburant ni munitions. À la place, il devint plutôt un symbole de défi. Finalement, il fut abandonné ou détruit alors que l'insurrection s'effondrait sous la pression allemande. Pour les hommes à l'intérieur, le Hetzer était plus qu'une arme. C'était un endroit serré, bruyant, souvent terrifiant pour mener une guerre. Les équipages apprirent rapidement pourquoi certains vétérans l'appelaient un cercueil blindé. Le blindage qui les protégeait de l'avant les enveloppait aussi dans des parois d'acier inclinées qui rétrécissaient l'intérieur au point de la claustrophobie. Il n'y avait pas beaucoup de place pour bouger, parler ou même respirer facilement une fois les trappes fermées. Le chargeur, coincé entre les râteliers de munitions et le canon, avait le travail le plus dur. Il devait traîner de lourds obus, tendre le bras par-dessus la culasse pour recharger du mauvais côté et parfois abandonner sa tâche en pleine action pour alimenter la mitrailleuse de toit. Cela signifiait surgir par la trappe et s'exposer sous le feu juste pour changer un chargeur de 50 coups qui se viderait à nouveau quelques secondes plus tard. La pression psychologique était tout aussi sévère. À l'intérieur de la coque scellée, la chaleur et les vapeurs s'accumulaient rapidement. La vision était limitée à d'étroits périscopes. Sa visibilité vers l'arrière ou les flancs était presque nulle. Certains commandants préféraient combattre tête découverte plutôt que rester aveugles à l'intérieur. Et quand les choses tournaient mal, une attaque de flanc, un coup direct ou un incendie, l'évacuation pouvait être presque impossible. Même ainsi, beaucoup d'équipages étaient fiers de leur Hetzer. Son blindage frontal leur donnait une chance de se battre, et son canon pouvait tuer presque n'importe quoi s'il frappait en premier. Mais ils comprenaient aussi une dure vérité. S'ils étaient pris au dépourvu, il n'y aurait pas de seconde chance. À l'intérieur d'un Hetzer, la survie se jouait en secondes. Au-delà de son bilan sur le champ de bataille, le Hetzer laissa derrière lui une traînée d'expériences étranges, de controverses sombres et d'idées inachevées. Fin 1944, certains Hetzer furent convertis en chars lance-flammes. Ces Flammpanzer 38 ressemblaient à des Hetzer ordinaires, mais cachaient un lance-flamme à l'intérieur d'un faux tube de canon. Ils apparurent dans les Ardennes et l'opération Nordwind, où les troupes alliées apprenaient parfois trop tard qu'elles faisaient face à plus qu'un simple chasseur de chars. Quelques autres châssis furent utilisés comme véhicules de récupération ou même montés avec de petits canons anti-aériens, montrant à quel point les planificateurs allemands étaient devenus versatiles ou désespérés vers la fin. Certains furent servis par des adolescents à peine entraînés, utilisés dans des embuscades de la dernière chance ou même pour appâter les ennemis avec de fausses redditions. Ces histoires donnèrent aux Hetzer un héritage ombragé comme arme d'efficacité, mais aussi de désespoir. Cependant, pour les hommes qui se battirent réellement dedans, c'était généralement un espoir de dernière chance. Le Hetzer devint un symbole d'une guerre se terminant dans l'ombre. Un chasseur de chars qui vécut, combattit et mourut à couvert.